Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire de présentation de l'analyse statistique consacrée au risque professionnel et à l'accidentologie au sein des SDIS. Je me présente, je m'appelle donc Armelle Maga, je suis directrice du marché SDIS au sein de Sofaxis Reliance, et je suis accompagnée et épaulée aujourd'hui de nombreux experts. René Spiès, donc consultant pour Sofaxis et ancien directeur adjoint du SDIS 59. On ne vous entend pas, René. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et également collaborateur du groupe, Aurélien Sun, consultant en risk management au sein du marché SDIS. Bonjour à tous. Et enfin, donc, nous avons la chance et l'extrême plaisir de compter parmi nous le contrôleur général Dominique Pécher, inspecteur auprès de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui interviendra en réaction à nos propos. Merci bien, bonjour à tous. Bonjour. Donc, dans un premier temps, quelques mots sur Reliance et Sofaxis. Donc, Reliance est un groupe mutualiste européen qui intervient sur l'assurance et le management des risques au service des acteurs de la santé et des territoires. Et Sofaxis, quant à elle, est la filiale du groupe qui travaille au service des collectivités territoriales depuis plus de 35 ans. Nous intervenons sur la protection sociale, la prévention et, d'une manière globale, le management des risques RH. Aujourd'hui, Sofaxis est partenaire de 2 SDIS sur 3. À ce titre, nous produisons chaque année un panorama des absences pour raisons de santé de nos clients, accompagné d'une thématique spécifique. Nous avons choisi cette année l'accidentologie sportive. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu qui intéresse l'ensemble de vos SDIS, qui est également important pour vos directions, vos DRH, la direction générale également, puisque vous y travaillez quotidiennement sur ce sujet. L'objectif aujourd'hui, ça va être de partager une partie des résultats. On ne pourra pas balayer l'ensemble de cette parution en 35 minutes de manière exhaustive, ça ne sera pas possible. Et on partagera également avec vous des pistes qui ont été identifiées et exploitées, éprouvées par certains SDIS au travers de témoignages issus d'acteurs de votre environnement, de votre écosystème, puisqu'on aura des interventions de SDIS, de AP, la fédération, la direction générale. En fait, ce support, il est fait pour vous, mais il est surtout fait avec vous, et c'est ce qui en fait sa richesse. Je précise également que pour la première fois, ce document, il est 100% numérique. C'est une première. Vous pourrez également le découvrir dans son intégralité à l'issue de cette présentation et également voir le replay si vous le souhaitez. Une dernière petite chose avant d'attaquer sur les chiffres, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Nous y répondrons, je pense, à la fin du support. Donc, pour commencer, alors, qui m'a dit, voilà. Pour commencer, je vous propose un petit point de méthodologie très rapide. Sachez que l'ensemble des chiffres que nous vous proposons aujourd'hui, ils sont issus de nos bases. Il s'agit en fait de l'analyse des accidents qui concernent les sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et également les personnels administratifs et techniques. Ça concerne, en fait, le champ de l'étude, c'est 60 SDIS et plus de 112 000 personnes. Donc, si on regarde dans un premier temps le périmètre d'intervention des sapeurs-pompiers, on constate qu'une majorité des accidents intervient lors des accidents de caserne. Donc, quasiment les 2/3 pour les sapeurs-pompiers professionnels, la moitié pour les sapeurs-pompiers volontaires. La deuxième cause, ce sont les accidents sur site d'intervention. Donc,
Voyez bien, accident en caserne, on est sur la part la plus importante, d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui, puisque si on focus justement sur ces accidents en caserne, en fait, la plupart interviennent lors d'activités sportives. Comme quoi, cette thématique, elle n'est vraiment pas choisie au hasard. Et donc, sur le deuxième aspect, donc les accidents d'intervention, en fait, ils surviennent lors de secours à personne. On est globalement sur la même proportion d'arrêts d'une année sur l'autre sur ces deux grands axes. Je vous propose maintenant de nous arrêter sur deux indicateurs qui sont la fréquence des arrêts et la gravité. Donc, la fréquence des arrêts, tout d'abord, donc on utilise bien un indice qui est le vôtre, celui que vous utilisez également pour calculer vos indices de fréquence. Donc, c'est bien le nombre d'accidents suivis d'un arrêt pour un effectif de 1000 sapeurs-pompiers. Ce qu'on remarque de prime abord, effectivement, c'est une hausse par rapport à l'année dernière. Un peu plus de 108 accidents pour 1000 sapeurs-pompiers professionnels et quasiment 12 pour 1000 volontaires. Néanmoins, il faut mesurer cette augmentation puisque 2020 a vu une chute quand même importante des accidents et l'intérêt, c'est de revenir sur 2 ans en arrière, 2019. Et en fait, on a vraiment une fréquence qui est en baisse puisqu'en 2019, on était à 124 accidents pour 1000 sapeurs-pompiers et un peu plus de 15 accidents pour 1000 volontaires. Donc, on voit bien qu'on n'a pas une explosion de cet indice de fréquence. Ça tient notamment au fait que vous mettez en place des mesures de prévention et que ces mesures, elles fonctionnent et c'est plutôt une très bonne chose. Sur la partie de la gravité des accidents chez les sapeurs-pompiers. Donc, on est sur quasiment 7 accidents qui vont donner lieu à un arrêt. Ce chiffre, il est sur une tendance haussière, puisque en 2019, on était à 65%, 2020, 66%, et là, on est à 68%. Donc, il y a un petit point de vigilance à avoir. Maintenant, il faut aussi se rassurer, c'est que la tendance, elle est la même sur toute la fonction publique territoriale. Et heureusement, on est plutôt sur des durées d'accidents qui sont plutôt assez peu longues. 65% d'entre eux donc, sont des accidents qui sont de moins de 30 jours et quasiment 50% sont des accidents de moins de 15 jours. Voilà, donc ça mesure un petit peu. Si on reprend l'indice de fréquence, on a une baisse d'accidents et les accidents, globalement, sont globalement peu longs. L'indice de gravité, donc sur les accidents de plus de 30 jours, heureusement, c'est vraiment une part infime des accidents, qui est à hauteur de 2,3%. Le dernier chiffre que je vous propose, c'est celui de la moyenne du nombre de jours d'arrêt, qui est d'environ 47%. Et écoutez, comme par hasard, on est quasiment à la même moyenne sur les accidents de sport, ce qui me donne une transition toute trouvée sur la deuxième partie de la présentation. Aurélien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Avec plaisir. Donc oui, on va attaquer un petit focus sur le sujet qui est le thème de ce webinaire. Alors au-delà du webinaire, et puis parce que certains ont déjà posé des questions et on le redit à l'oral, c'est un document en version dynamique qui vous sera remis et mis à disposition dans la continuité de ce webinaire. On vous présente une partie des chiffres, pas la totalité. Et vous verrez aussi beaucoup d'interviews d'experts dans le cadre de ce document qu'on vous laissera consulter tranquillement par la suite. Mais on continue sur les chiffres. Alors, quelques chiffres clés quand même pour revenir sur cette notion d'enquête. Il faut savoir que Sophaxis, bien conscient que
les accidents de sport ont un réel impact, a mis à disposition d'un certain nombre de ses 10 clients aujourd'hui un questionnaire qui est envoyé de manière dématérialisée directement au centre de secours où l'incident a pu arriver et permet finalement de mobiliser le chef de centre ainsi que le responsable de la garde et la personne accidentée autour d'un questionnement qui permet d'essayer de déceler finalement les facteurs qui sont à l'origine ou non de l'accident. Ce questionnaire, on en a traité les résultats sur une base de 1000 accidents, comme vous voyez, sur 3 années d'études. Donc, on a fait 2019, 2020, 2021. Et c'est 8 SDIS qui se sont impliqués en particulier sur ce traitement-là, avec petite mention spéciale pour le SDIS 59. Mais vous comprendrez qu'effectivement, ils ont largement utilisé le sujet par la suite dans le retour d'expérience. En matière de données, première donnée qui est intéressante, on suit finalement un peu la tendance nationale, c'est que 3/4 des accidents survenus génèrent un arrêt. Ça, c'est effectivement une relative constante. Par ailleurs, ce qu'on peut constater, c'est que la part des accidents en caserne, enfin moins la part des accidents de sport au niveau de l'ensemble des accidents en caserne est plus importante chez les sapeurs-pompiers professionnels que chez les volontaires. Somme toute quelque chose d'assez logique, on est bien d'accord, je vois Dominique qui atteste. Oui, les sapeurs-pompiers professionnels par nature ont plus d'occasions de s'entraîner parce que sont présents directement sur site. Donc ça, c'est une des raisons. Un sapeur-pompier volontaire peut avoir des gardes postés, mais s'il est en garde au BIP, il a moins l'occasion effectivement d'être sur cette pratique-là. Et par ailleurs, lui, il est présent à la manœuvre, au moins la manœuvre mensuelle de maintien des acquis, et par là même, il a plus de survenance d'accidents sur ces événements-là et moins de présence sur l'accident de sport, ce qui vient globalement l'expliquer. Quand on regarde la durée des moyennes des arrêts, c'est assez questionnant. On voit qu'on avait quelque chose d'assez linéaire ces dernières années et un vrai pic en fait sur l'année 2020. Alors, ça pousse un vrai questionnement sur l'impact potentiellement du Covid par rapport à ces éléments-là. Je pense qu'il y a un certain nombre d'informations qu'il faudra aller chercher. On sait, nous, de manière générale, et vous le savez tous, que de manière générale, la durée des absences augmente avec l'âge potentiellement des personnes et que la moyenne d'âge au sein des équipes de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels tend à légèrement augmenter. Alors c'est vrai pour les sapeurs-pompiers professionnels, ça l'est un petit peu moins sur les sapeurs-pompiers volontaires parce qu'on a une rotation d'effectifs beaucoup plus importante. Donc on voit ce pic sur la période de 2020. A contrario, on s'est très vite redescendu sur des seuils à peu près classiques pour ce qui est des SPV, mais on voit que ça tend finalement à se figer un petit peu plus sur la population des SPP. Donc un petit point à surveiller quant à la notion de durée de cette accidentologie, en partie liée très vraisemblablement à l'âge. Quand on continue sur les informations qui ressortent de cette enquête, on constate que 78%, et donc ça corrobore ce qu'on vient de se dire avant, 78% des SPP sont, 78% des sapeurs accidentés sont principalement des SPP. Autre élément d'information qui nous est donné, c'est la moyenne d'âge. Alors, principalement des gens entre 26 et 39 ans, ce qui correspond peu ou prou, là aussi, à l'effectif le plus représenté, mais côté SPV. Côté SPP, la moyenne d'âge tend à être un petit peu plus élevée. Pour ce qui est de l'existence d'antécédents des personnes accidentées, globalement, ce que nous disent les répondants, c'est qu'ils n'en ont pas. C'est-à-dire que 95% d'entre eux, pas de problématique de santé avérée avant cet événement. Néanmoins, il y en a 5%, et 5%, c'est toujours intéressant à regarder ce qui se passe, parce que si on arrivait à gagner 5% de durée d'absence, ça fait déjà des budgets relativement importants, et surtout des personnes en bonne santé et opérationnelles pour compléter un fourgon ou une ambulance. Mais dans ces 5%-là, vous en avez 84% qui disent qu'eux avaient des antécédents traumatiques. Et donc la vraie question de fond, c'est comment on en est informé, comment on le recense, et comment finalement on va adapter une séance d'activité sportive par rapport à la connaissance de cet événement-là. Donc là, il y a vraiment une question d'information. Oui, on est sur 5%, 84% de ces 5%, ce qui ne fait pas une population énorme, mais encore une fois, ça permet du maintien opérationnel, ça permet de garantir la capacité à délivrer les interventions. Pour rappel, le colonel Flores, lors de l'AG la semaine dernière au Congrès, mettait en évidence que sur les 30 dernières années, on avait perdu plus de 30 000 sapeurs-pompiers et que parallèlement, le nombre d'augmentations à réaliser n'était qu'en hausse constante. Donc, tous les personnels disponibles sont finalement intéressants.
Autre élément, c'est est-ce que finalement il y avait une pratique extra-professionnelle par ailleurs de la personne avant cet événement-là. Alors, oui, pour la plupart, en fait, les sapeurs-pompiers ont une pratique finalement extérieure à l'entraînement qu'ils peuvent réaliser sur le centre de secours à 57%. Et dans ces 57%, ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a 27% qui la pratiquent même en compétition. Alors, ce qui est une bonne chose, c'est évident, ça amène un côté, un engagement relativement intéressant. Par contre, ça doit être une méfiance là aussi pour un suivi, qu'il soit d'ordre médical, mais qu'il soit aussi celui de l'EAP. Il est d'évidence que quand vous allez prendre quelqu'un qui va être un coureur de fond et qui va être en grande aisance pour aller faire des distances de longue durée, voire des courtes durées, il aura a priori pas forcément les mêmes conditions physiologiques que celles qui sont demandées pour une intervention de sapeur-pompier, où on va se retrouver avec du port de charge, potentiellement des situations de déséquilibre, et pas sur une marche finalement relativement linéaire. Donc la performance, c'est intéressant, mais on le sait bien depuis longtemps, c'est pas forcément la performance qu'on recherche aujourd'hui chez le sapeur-pompier, c'est la capacité à être opérationnel en tout temps et à toute heure. Et donc ceux qui sont sur des pratiques de compétition, il en faut, il y en aura toujours, c'est pas un souci, mais là aussi il y aura vraiment une question d'adaptation de la pratique qu'on leur fera faire en centre par rapport à leur capacité. Autre donnée complémentaire, si le sapeur-pompier a été accidenté, a-t-il eu et a-t-il exercé une activité professionnelle pour ce qui est le cas du SPVV, ou est-ce qu'il a exercé une activité de SPV s'il était SPP? Alors en l'occurrence, globalement, non. Ça veut dire qu'il n'y a pas une causalité évidente entre une activité tierce et, à proprement parler, l'événement et l'accident qui a eu lieu. Ça, c'est une information intéressante à prendre en compte. C'est surtout peut-être parce qu'aussi les gens respectent bien ces temps-là. En tout cas, il faut que nous, collectivement, on soit vigilants pour eux à limiter ces situations où on pourrait avoir une activité préalable. Et également, les départs en intervention, 66% des personnes accidentées, il n'y a pas eu de départ en intervention dans l'heure qui a précédé ou dans les moments qui ont précédé en fait l'événement. Néanmoins, il y en a un petit peu plus quand même, on en retrouve un petit peu plus, il y a eu quelques gardes, ça reste somme toute encore acceptable. Sur les causes et les conséquences, causes et conséquences, on revient là principalement sur une situation d'impact sur les membres inférieurs. Donc pas quelque chose là non plus de nouveau, c'est quelque chose de relativement stable sur ces dernières années. On constate finalement 43 jours de durée moyenne d'arrêt sur la globalité là, de l'étude. Pour rappeler les chiffres que citait Armel, 47 jours d'arrêt en moyenne sur les sapeurs-pompiers professionnels, 42 jours d'arrêt en moyenne chez les sapeurs-pompiers volontaires, tout type de nature d'accident. Donc le sport finalement est au niveau de la moyenne à peu près globale en termes de durée d'arrêt, qu'on soit SPP ou qu'on soit SP. Des accidents qui viennent impacter les membres inférieurs et en particulier dans les conséquences, c'est principalement des entorses ou des luxations, comme vous pouvez le constater, et puis des déchirures ou des douleurs musculaires. Encore une fois, la problématique, c'est que derrière, c'est des gens qui sont inaptes à la pratique, ou en tout cas à l'activité opérationnelle pendant quelques temps. Ce qui va questionner une adaptation à la reprise d'activité, un accompagnement finalement à la reprise d'activité, et surtout le fait de pouvoir trouver un poste adapté pendant cette période d'inactivité, parce qu'une entorse ou une luxation n'empêche pas potentiellement un travail administratif. Faut-il réussir à en convaincre encore l'ensemble des personnes et avoir les activités à proposer à proximité des lieux finalement de vie, souvent des équipes. En termes de conséquences ou d'origine, on a les chocs en priorité. Alors, choc avec l'environnement extérieur qui n'est pas forcément adapté, ou choc avec un tiers, lors d'une pratique collective, naturellement. Et puis, les efforts brusques. Alors, les efforts brusques, là, ça vient questionner deux autres éléments. C'est est-ce que je suis sur un port de charge qui est adapté dans le cadre de mon maintien opérationnel à mes capacités physiques. Et puis, autre élément, c'est sur cet effort brusque, c'est la question, finalement, de la préparation à l'activité physique. Est-ce que les temps qui sont les temps finalement d'échauffement sont suffisants pour pouvoir préparer le corps à l'effort qui va être demandé dans le cadre de l'activité physique? Et vous allez voir, ça aussi, on a déjà des réponses. Donc la situation un petit peu et les caractéristiques de ces accidents.
la fréquence d'entraînement, on voit que les principales personnes accidentées sont des personnes qui s'entraînent 1 à 2 fois par semaine. Finalement, ceux qui en font plus d'1 fois par jour ne sont pas une surreprésentation. Néanmoins, et on doit conserver en tête que pour rester effectivement opérationnel, il faut laisser aussi au corps le temps de se reposer. Et là, il y a tout un travail qui est fait sur ces objectifs-là en termes de dimensionnement et de qualité des séances proposées. Là aussi, c'est repris dans les retours de bon nombre de nos experts. Vous l'avez déjà vu, votre œil a déjà glissé sur le bas gauche de la diapositive et vous avez constaté que oui, les sports collectifs sont un petit peu plus accidentogènes que les sports individuels, mais somme toute, ça reste relativement équilibré, et que celui qui est le plus prédominant, c'est le foot. Alors, le foot, oui, d'une part parce que c'est sûrement un des sports collectifs le plus pratiqué, parce que le plus simple parfois à mettre en œuvre, mais néanmoins, aujourd'hui, une activité qui est fortement remise en cause par bon nombre d'experts, parce que finalement, il est relativement éloigné d'une activité opérationnelle, et donc dans la préparation opérationnelle, c'est pas forcément l'activité la plus adaptée. Certaines reviennent sur l'importance que ça apporte en termes de cohésion d'équipe, mais on sait tous qu'aujourd'hui, par bon nombre d'activités, on a capacité à développer cette cohésion d'équipe. Donc il faut travailler sur de nouvelles propositions, de nouvelles adaptations, des choses qui permettent de répondre à ces enjeux-là, en évitant potentiellement cette pratique-là. Et puis comme c'est très bien dit là aussi par un de nos experts, c'est que quand vous pratiquez une activité, vous avez des niveaux, somme toute, très très différents d'engagement, mais aussi d'expertise. Il y en a qui savent très très bien jouer au foot, et d'autres beaucoup moins bien. Et quand on se lance à vouloir essayer de récupérer le ballon dans les pieds de quelqu'un, eh bien on n'est peut-être parfois pas très très doué, ce qui est mon cas, et on risque de faire plus mal à l'autre quand on s'approche un peu trop de lui. La course est un élément relativement présent, la musculation, et la musculation tente à augmenter si on regarde en fait sur les 3 années d'études. Ça, c'est aussi par l'arrivée de nouvelles pratiques comme le CrossFit. La pratique et les nouvelles pratiques en soi, c'est pas une mauvaise chose, c'est encore une fois l'adaptation aux capacités physiques et l'adaptation à la réalité opérationnelle du terrain qui est somme toute importante. Des pratiques qui sont réalisées aussi bien en extérieur qu'en intérieur, là relativement équilibrées. On s'est posé la question, et dans l'étude, on va regarder sur l'extérieur si les conditions climatiques ont un effet particulier. En l'occurrence, ça reste relativement mineur. C'est naturellement les situations de pluie. Alors, on a pu constater qu'il y a eu des pratiques sur glace, visiblement, en tout cas par période de gel. Donc là, c'est effectivement déjà, ça aurait dû être à proscrire. Sous la pluie, effectivement, on peut toujours aller courir. Le fait est, ça reste finalement, les aspects climatiques restent peu influençants de la sinistralité. Est-ce que finalement on a des éléments matériels externes en cause dans la survenance de ces accidents? Globalement, non. Et lorsqu'il y en a, pour 50% d'entre eux, en fait, c'est le matériel qui n'est pas adapté à la pratique à réaliser. Ça, c'était l'information. Et les personnes interrogées dans le cadre de leur accident nous disent qu'à 99% du temps, les environnements sont pour le coup adaptés à la pratique qu'ils vont réaliser. Alors je tiens juste à noter et à souligner ce point-là, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a 15-20 ans en arrière, on sortait les camions de la remise. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas encore, mais en tout cas c'était monnaie courante dans la plupart des centres. Il n'y avait pas l'accessibilité ou les conventionnements avec un certain nombre finalement de locaux mis à disposition par les communes, et on avait beaucoup plus de chutes et de glissades qu'on en a finalement aujourd'hui. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est plus les chocs qui viennent en tête, alors qu'avant, c'était beaucoup plus les chutes et glissades, parce que bien évidemment, le sol n'était pas adapté à la pratique la plupart du temps. Donc c'est un vrai plus, et on voit que le travail a été fait, et fait dans le bon sens sur ces aspects-là. Peut-être un point important et non des moindres pour terminer, c'est la place de l'encadrement. Dans les prémices des travaux qui ont été réalisés par la DGSCGC sur l'accidentologie de sport, avec les premiers plans qui ont été portés, on va dire, de manière insistante au niveau national, c'est les travaux du colonel Audefray et ceux du colonel Blé. Ces travaux-là et ceux qu'ils avaient conduits avaient mis en évidence 10 fiches actions, qui étaient 10 fiches actions clés, et entre autres, vous aviez le travail sur les surfaces, il y avait la question de l'équipement des personnels qui avait été remis en cause, et vous aviez celui de la mise en place d'encadrants spécialisés. Maintenant, on les connaît tous, ce sont nos EAP, EAP1, EAP2, EAP3, formés par le CNFPT, avec des relais, bien évidemment, dans les SDIS.
Là, ce qu'on voit, c'est que 68% des séances sont désormais encadrées. Encore une fois, soulignons que c'est une vraie réussite des SDIS en matière d'organisation. Et si elles ne sont pas encadrées par un encadrant sportif, à minima, la plupart des SDIS aujourd'hui savent mettre à disposition des séances type auprès des équipes. On constate que les événements surviennent principalement aux horaires où ont lieu les séances de sport. Donc certains SDIS ont testé des décalages d'horaires pour potentiellement essayer de voir s'il y avait des incidences différentes. Et surtout des décalages de pratique. Par exemple, beaucoup de SDIS ont désormais interdit le foot le matin, à minima en tout cas le matin, pour limiter en fait les risques à ce moment-là. Les séances, le constat était assez clair à l'époque. La majeure partie des accidents survenaient sur des séances de plus d'1 heure. Donc assez systématiquement maintenant le travail des EAP est de recaler les séances à maximum 1 heure. Constat, c'est là où on a le plus d'accidents, c'est normal parce qu'on les a recadrés à ce moment-là. Mais encore une fois, si on les avait laissés et continué à déborder sur des temps qui étaient des temps plus importants, on aurait beaucoup plus de sinistralité aujourd'hui qu'on en a. L'échauffement, c'est un bon point. L'échauffement, les gens disent qu'à 98%, il y a un échauffement qui est réalisé. Donc ça, c'est une très très bonne chose. C'est un peu plus questionnant sur les étirements, mais là aussi, je laisserai les experts plutôt prendre la parole. Ça peut être un étirement, ça peut être un retour au calme. La question aujourd'hui est tournée sur l'étirement, elle n'est pas posée sur la question du retour au calme après l'activité physique, ce qui peut aussi avoir pas mal de valeur, tout autant qu'une séance d'étirement, a priori, mais je ne suis pas le plus expert, donc je laisserai la parole à ces derniers sur ces points-là. Voilà un petit peu sur les données, et comme je l'ai dit largement, on va laisser la parole à René qui va maintenant nous parler un petit peu des informations qu'on a pu collecter au travers de différents entretiens et vidéos qui seront disponibles dans ce regard sûr. Merci Aurélien pour cette présentation et merci Armel aussi pour cette présentation sur l'accidentologie dans le domaine des activités physiques et sportives. Cette accidentologie autour des APS génère beaucoup de questions sur la manière de pratiquer, on vient de l'évoquer, sur le lien avec le métier aussi, sur la nécessité d'une préparation physique sur le temps de garde. Et nous l'avons vu, malgré tout, les APS, c'est aussi source de bien-être et une garantie de maintien de la condition physique, mais c'est aussi une source d'accident. Pour nous éclairer sur ce regard sur l'accidentologie, nous avons recueilli des témoignages d'experts et de AP3, de conseillers techniques départementaux dans le domaine des APS, pour nous aider à mieux comprendre et appréhender les enjeux d'une bonne préparation opérationnelle. Comment permettre une réponse opérationnelle précise, efficace, en toute sécurité, à la fois pour les intervenants, mais aussi, bien sûr, pour les victimes. Le premier témoignage, c'est celui du commandant Sébastien Walfard, qui nous présente... Alors, ce plan de prévention de l'accidentologie sportive comporte un certain nombre d'articles avec des règles, notamment interdiction du sport co le matin, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait plus d'accidents de sport co le matin. Et on voulait aussi éviter que les collègues jouent des sports collectifs à la fois le matin et à la fois l'après-midi. Donc première règle, interdiction du sport co le matin. Deuxième règle, limitation des séances à 1 heure maximale. On voit que c'est dans la durée, quand ça devient trop long, que les collègues se blessent. Donc ça vise à éviter ça. Également, encadrement obligatoire des séances de sport par un moniteur de sport, ce qu'on appelle chez nous des EAP, encadrant des activités physiques. Voilà, merci. Structurer, limiter, encadrer, réguler, c'est ce que nous propose le commandant Sébastien Walfard, qui est le conseiller technique EAP du SDIS du Nord. Et derrière, mis à part cette régulation des pratiques, il nous présente également les résultats qu'il a pu obtenir. Alors on a eu des résultats assez rapidement, à partir du moment où ce plan de prévention de l'accidentologie sportive a été mis en œuvre. On a un recul maintenant de 3 ans. Si je prends les derniers chiffres de cette année 2022, le nombre de jours d'arrêt
d'arrêt de travail en accident de service dû aux activités physiques et sportives a baissé de 42% par rapport à la même période de l'année dernière. Voilà. D'année en année, depuis 2019, on a chaque année moins de jours d'arrêt. Ça, c'est vraiment un marqueur essentiel parce que les jours d'arrêt, c'est la signature de la gravité des accidents. Plus un accident est grave, plus il y a de jours d'arrêt. Et ensuite, c'est l'impact sur nos potentiels opérationnels journaliers. C'est-à-dire que les jours d'arrêt, ce sont des pompiers qui ne sont pas capables d'être en caserne pour effectuer nos missions de secours. Ça veut dire que ça génère soit du sous-effectif, soit la sursollicitation de leurs collègues. Donc, accident, ce que nous dit le commandant Sébastien Walfart, c'est que l'accidentologie en matière d'activité physique et sportive, c'est pas une fatalité. On peut intervenir dessus en fixant des règles, bien sûr, et après derrière, on peut obtenir des résultats, et c'est ce qui vient de nous témoigner et de nous prouver. Pour aller plus loin, nous avons voulu véritablement avoir aussi le regard d'autres experts du monde des activités physiques et sportives. Je vais peut-être cliquer. Ah, j'arrive. Je vais peut-être grossir. Excusez-moi parce que j'arrivais pas bien à cliquer. Voilà. Et voilà, qui sont d'autres experts du monde d'autres experts du monde des activités physiques et sportives, et notamment à travers le témoignage que vous pourrez retrouver dans notre regard sûr du commandant Pascal Pratt et de l'adjudant également Sylvain Gobert du SDIS 77. Dans son article, Pascal Pratt, que je vous invite à parcourir et à lire en relisant notre publication, le commandant Pascal Pratt attire notre regard sur le fait que la filière EAP s'est profondément transformée et s'est adaptée pour que les éducateurs sportifs puissent se positionner comme étant les premiers acteurs de prévention de l'accidentologie sportive. La filière a cherché à monter en compétence les encadrants des séances d'entraînement pour que, au-delà des compétences techniques de l'éducateur sportif, l'EAP soit un encadrant de proximité, soit en mesure d'intégrer la sécurité dans ces séances pour qu'il puisse détecter des situations accidentogènes et travailler sur la condition physique de la santé de ses agents, plus que sur la performance pure. Et puis, vous pourrez également trouver, toujours dans le regard sûr, dans la publication, le regard de l'adjudant Sylvain Gobert, qui est lui particulièrement intéressant. Lui, il voit dans le volume qui est consacré au maintien de la condition physique un potentiel énorme. Il a chiffré qu'au SDIS de Seine-et-Marne, cela représente pratiquement chaque jour, en moyenne, 250 à 300 pratiquants. Une richesse de temps de travail et pour travailler sur l'employabilité et pour permettre également une condition opérationnelle qui soit optimale. Et puis, l'adjudant Sylvain Gobert distingue finalement deux types de séquences. C'est ce qu'on voit un petit peu aussi dans le témoignage du commandant Walfart et ce que nous a rappelé Aurélien. Il distingue deux types de séances, une séance principale dédiée au maintien de la condition physique et une séance secondaire pour la récupération. Et c'est l'alternance de ces différentes séances qui permet d'éviter éventuellement un certain nombre d'accidents. Et puis, il nous alerte également, vous trouverez ça dans l'article que je vous invite à lire, sur ce qu'il appelle la tyrannie du quotidien, des journées de plus en plus remplies avec notamment une organisation, une charge opérationnelle qui augmente et puis aussi des charges administratives qui augmentent. Et son idée, c'est véritablement de donner du sens à la séance pour l'orienter la pratique de l'activité sportive ou physique vers de l'entraînement qui est un entraînement physique plus professionnel et adapté au métier de sapeur-pompier. Toujours dans notre regard sûr, vous trouverez un troisième témoignage, un quatrième témoignage, qui est celui du lieutenant-colonel Didier Nicolo. Nous avons souhaité avoir le regard de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers sur l'évolution récente des épreuves du concours. Les épreuves se sont terminées au printemps dernier et nous avons voulu recueillir les premiers retours à chaud sur le déroulement des épreuves, sachant qu'en plus, là, les premières FI SPP Pro commencent et voir un petit peu l'impact que peut avoir le recrutement
et les épreuves sportives sur le recrutement et sur le concours de sapeurs-pompiers professionnels, et vient vers je dirais, une intégration des jeunes qui ont réussi le concours dans le métier de sapeur-pompier. Il nous rappelle aussi les objectifs de simplification, d'égalité d'accès de ces nouvelles épreuves de concours et de mise en cohérence aussi entre les différentes manifestations ou les épreuves, que ce soit le challenge de la qualité, que ce soit le brevet de jeunes sapeurs-pompiers, ou que ce soit également les indicateurs de la condition physique en lien avec les indicateurs de l'aptitude médicale. Et puis vous trouverez également un dernier témoignage pour ce qui est de la préparation opérationnelle et du maintien de la condition physique. C'est celui du médecin militaire, de l'ancien médecin militaire Edith Perrault-Pierre, qui est la fondatrice des techniques d'optimisation du potentiel, de ce qu'on appelle les TOP, qui sont en train de s'ancrer dans le monde des SDIS. Elle nous présente dans son article les avantages de cette démarche et puis également, elle nous fait un témoignage éventuellement de ce que cela peut apporter, je dirais, au sein d'un centre d'incendie et de secours pour faciliter à la fois la cohésion d'équipe, mais pour permettre également à chacun d'entre nous, à chacun des sapeurs-pompiers, d'être au mieux de sa forme et de son mental pour pouvoir participer aux interventions. Tous ces témoignages font le point sur la préparation opérationnelle du sapeur-pompier. Avec le commandant Prat, nous avons vu que l'EAP est devenu acteur de prévention. Et puisque nous avons la chance d'avoir avec nous le contrôleur général Dominique Pécher, qui a contribué également à ce regard sûr, je lui laisse volontiers la parole pour qu'il puisse nous présenter son témoignage sur l'importance de la complémentarité entre les acteurs de prévention et les différents services qui sont impliqués au sein de SDIS. Oui, eh bien écoutez, merci René de me céder la parole. D'abord, je vous remercie également de m'avoir invité parce que le sujet, on le voit au travers de ce que vous avez présenté, est particulièrement important. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment dire, les statistiques restent quand même des grandes tendances, même s'il y a des variations qui ont bien été expliquées par M. Sun, avec des hauts et des bas parfois, mais les grandes tendances restent présentes depuis un certain nombre d'années, malgré tout ce qui a pu être fait pour essayer de limiter cette accidentologie liée aux activités sportives. C'est un sujet important parce que c'est un sujet culturel chez les sapeurs-pompiers. Moi, depuis que je suis tout petit pompier, la pratique sportive dans les centres d'incendie et de secours, ça relève à la fois de cette préparation opérationnelle, de cet esprit d'équipe, de cette cohésion. Donc, ça fait partie d'un ensemble de la vie du sapeur-pompier. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la question qui a été posée à quelques reprises ici, c'est comment on le fait, comment on le pratique, même si ça a bien évolué depuis. Je suis assez d'accord que le sport il y a 30 ans et l'activité physique il y a 30 ans et d'aujourd'hui a évolué considérablement. Mais est-ce qu'encore il n'y a pas un pas supplémentaire à franchir? Aujourd'hui, j'en ai pas la réponse, mais la question, on le voit bien à travers ce que l'on voit, est prégnante. D'autant plus qu'elle est prégnante, et ça a déjà été évoqué sur des aspects court terme, c'est-à-dire qu'effectivement, le sapeur-pompier blessé manque à l'activité du service et cette absence forcément a des impacts sur l'organisation mais aussi sur l'autre. L'absence, il faut la compenser, on fait appel à des gens de repos, on fait venir d'autres personnes. Voilà, donc il y a aussi, ça peut être une source de tension au sein des structures. Et puis c'est un impact à long terme. Alors on ne le mesure pas forcément encore aujourd'hui, mais les blessures de quand on a, je crois que c'est 25-39 ans de mémoire à peu près, la période un peu plus importante, et je sais de quoi je parle, et quand on est un petit peu plus vieux, ces blessures parfois à répétition reviennent et induisent des incapacités physiques qui sont plus importantes et qui peuvent conduire à nécessiter à des adaptations de poste. Et ces adaptations de poste, c'est des impacts importants et aussi psychologiques sur les agents. Donc, prévenir les accidents liés aux activités physiques et sportives, c'est à la fois pour l'organisation, c'est à la fois pour l'agent dans son maintien de son capital santé, et c'est aussi pour l'ensemble des autres agents au travers les impacts que peuvent avoir l'absentéisme. Alors, l'activité physique et sportive, on l'a vu, c'est celle qui est la plus importante en termes de fréquence. Moi, je voudrais aussi indiquer, parce que c'est important de le dire, c'est qu'en termes de gravité, nous qui regardons plus précisément, malheureusement, les activités des décédés et des accidents graves, là, ce sont plutôt les accidents de la route, l'émission, qu'on a retrouvé en position d'incendie, et également les malaises,
qui dans le coup sont parfois liés à l'activité physique et sportive, parce qu'on a quelques malaises qui sont au cours ou à l'issue de séances d'activité physique et sportive, et aussi on a des malaises qui sont là parce que l'activité physique et sportive, pour un ou quelques agents, n'a pas été forcément la plus adaptée. Et puis le quatrième qui nous a contraint à sortir un flash information sécurité il y a quelques jours, c'est la formation. Pour les accidents graves notamment, où on a une recrudescence d'accidents en la matière. Donc, il faut s'occuper de cette accidentologie sportive, et ça a été fait, et ça a été rappelé déjà à plusieurs reprises. Hein. Donc, effectivement, il y a le plan d'action qui date de 2013, hein, qui avait été conduit entre la CNRACL et puis également WISDIS, donc avec les recommandations qu'on a évoquées, l'encadrement, la diminution des séances, les équipements, etc. Donc, ça, c'est fondamental. Moi, je pense que ce sont des points importants. Il y a de nombreuses listes sur cette base-là ou sur d'autres qui ont créé des plans de prévention spécifiques. La dernière auto-évaluation du système de management de la sécurité, qui date de 2021, qui avait été remplie par 64 SDIS, montre que 53 SDIS avaient mis en place un plan de prévention de l'accidentologie sportive. Donc, c'est vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place. Et puis encore, ça a été dit, les APS, les EAP, pardon, les équipes d'encadrement des séances. Là aussi, il y a eu une vraie évolution à la fois dans la manière de le faire, dans les séances proposées, dans l'approche de préventeur qu'évoquait René Spies tout à l'heure. Là, ce sont des choses qui sont vraiment... moi, je le ressens parce que j'interviens dans les formations qui sont conduites par le CNFPT pour les EAP3 au niveau de la formation initiale ou de la formation continue. Et à chaque fois, on passe 1 heure, 1 heure et demie avec eux. Il y a un médecin, un directeur de SDIS et moi-même, et on discute avec eux de ces problématiques de prévention et puis de leur rôle, pas uniquement de faiseurs de sport, mais de préservation vraiment du capital santé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui évolue. Et moi, je vois qu'effectivement, je suis satisfait de voir qu'il y a autant de séances qui sont encadrées, même si j'aimerais que la totalité sont encadrés par des EAP, mais je sais qu'après avoir été directeur de SDIS, c'est pas toujours facile. Entre les mouvements des personnels, la formation, les départs, il y a toujours un peu des trous dans la raquette qui sont un peu inévitables. Et puis moi, le dernier point que je voudrais évoquer là-dessus, parce que ça fait effectivement appel à ce qu'on a rédigé avec Didier Pourret, qui est le conseiller, qui est un médecin et qui est le conseiller santé du directeur général de la sécurité civile, c'est que la prévention dans les services d'incendie et de secours, finalement, elle date de 2003-2004. Hein, c'est Rapport Pourny qui a initié toute cette démarche. On en a vu les effets bénéfiques, hein, avec tous les changements qu'on a pu connaître et avec les résultats, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à réaliser. Et finalement, maintenant, moi je pense que le pas qu'il nous reste à faire, c'est la complémentarité qui existe, mais qui est parfois insuffisamment développée, cette pluridisciplinarité de la prise en charge de la santé et de la sécurité des sapeurs-pompiers, bien entendu de l'activité physique. Et là, moi, je vois, il y a 4 acteurs qu'il faut mettre au moins autour de la table pour cette affaire-là. Bien entendu, le premier, il y a l'agent. Parce qu'on est dans des marches co-responsables. Parce que si moi je sais que je ne suis pas très bon en football, comme Monsieur Son, quand c'est la séance de foot, je ne me livre pas n'importe comment. Donc j'ai un rôle, moi, en tant qu'agent, de prise en charge de ma santé et de mon comportement. Premièrement, il y a l'agent. Deuxièmement, il y a la hiérarchie. Parce que la santé et la sécurité, moi, c'est une responsabilité de chef, de commandement. Et donc, la hiérarchie, elle doit avoir son rôle quand quelqu'un, effectivement, a aussi des difficultés passagères, d'organiser des choses. Troisièmement, il y a la filière OAP par leur expertise qui permettent de conseiller les collègues et puis de temps en temps de leur dire là, vas-y doucement, ou au contraire, tu reviens de vacances, reprends la séance un peu doucement, tu reviens d'un accident, on va préparer les choses. Voilà, il y a toute cette prise en charge-là. Et puis, le troisième, c'est le service de santé et de secours médical. Et si cet ensemble se met à travailler de concert, agents, hiérarchie, EAP, SSSM, service de santé et de secours médical, au moins dans la prévention. Après, on peut y associer d'autres avec les responsables santé et sécurité des SDIS, les domaines RH, etc. Eh bien, si on arrive à travailler, vraiment rentrer dans cette pluridisciplinarité, cette co-responsabilité de la prévention de manière globale et en particulier dans ces domaines de l'activité physique et sportive, je pense que c'est le pas supplémentaire qu'il nous faut aujourd'hui conduire parce que globalement, la machine de santé et sécurité fonctionne plutôt bien globalement et produit des résultats. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire en réaction à tout ce qui a pu
être dit. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Pécher. Alors, vous avez réagi sur le chat. J'ai plusieurs questions. Donc, la première, qui est le foot est l'activité la plus accidentogène. Peut-on se permettre de le supprimer et comment en limiter les impacts? Je ne sais pas qui veut répondre. René, peut-être? Oui, parce que de mémoire, et d'ailleurs Sébastien Walfart le dit très bien dans son interview vidéo, arrêter le foot, c'est une vraie question. Et je pense que quand on se la pose, ça amène aussi peut-être d'autres axes de réflexion. Le foot, et Aurélien le rappelait tout à l'heure, hein, est souvent perçu comme un élément de cohésion et de consolidation de l'esprit d'équipe. C'est vrai, certes, mais Pascal Pratt précise aussi dans son entretien que la valeur ajoutée du foot n'est pas vraiment prouvée. S'il permet finalement à chacun de s'impliquer dans la séance de sport, tous les participants n'ont pas forcément le même niveau. Certains jouent en club et d'autres pas. Ils n'ont pas forcément tous le même âge. Ils n'ont pas non plus toutes les mêmes fragilités. Et en général, la pratique du sport, du foot et des sports co se font dans des gymnases, des salles avec des revêtements durs, même si on s'aperçoit que ce n'est pas forcément ce qui est le plus accidentogène au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, donc les conditions de la pratique, d'une part, ne sont pas forcément bien réunies et le public et les participants, les niveaux sont hétérogènes en termes d'âge et éventuellement de praticité. Pour autant, le commandant Sébastien Walfart, si vous allez voir son interview, il se refuse à l'interdire. En fait, il préfère mettre l'accent sur la responsabilisation. Et il nous dit quelque part, le foot, pourquoi pas, mais d'une part, pas tout le temps. Le foot, oui, mais pour prendre conscience des conséquences des accidents, comprendre que je suis, comme le disait le contrôleur général Dominique Pécher, que je suis acteur de ma santé et que je suis aussi le premier responsable de ma condition physique pour les années à venir. Merci. Merci. Si je peux dire un petit mot. Je vous en prie. Oui, si je peux dire un petit mot en complément. Alors, la première partie de la question, c'est est-ce que l'employeur peut? L'employeur peut interdire l'activité football. Hein. Ça, c'est une activité qui se passe sur le temps de service. Donc, c'est l'employeur qui organise le service et il peut effectivement décider d'interdire telle ou telle pratique bien entendu, en l'expliquant, en le justifiant, ça ne pose pas de soucis sur le plan juridique. Voilà. Après, sur le plan du fonctionnement, de la motivation, de la dynamique, etc., c'est un autre sujet. Et si on y va dans ce sens-là, moi, je pense qu'il faut proposer des alternatives. Hein, parce qu'il ne s'agit pas de dire j'arrête le foot et puis derrière, débrouillez-vous, il n'y a rien. Il faut apporter quelque chose pour donner du sens et puis à la cohésion, notamment parce que le foot, effectivement, ça apporte pas forcément ce qu'il faut pour la préparation physique. Et puis, il y a d'autres solutions. Il y a un certain nombre de SDIS qui ont trouvé des trucs un peu intermédiaires et qui ont dit, moi, j'autorise, par exemple, pour pas cibler que ceux de football, le sport collectif, a priori, et puis je mets un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs d'accidentologie, et à partir d'un certain nombre de seuils, je régule un peu plus la pratique. Ça a l'intérêt de responsabiliser les agents en se disant attention, si on débloque un petit peu, si on respecte pas les règles parce que ça nous arrange ou parce que s'il n'y a pas de AP et qu'on fait un peu différemment ce jour-là, on sait que si on se comporte un peu de manière un peu plus moins raisonnable, je dirais, que ce que la règle prévoit, on risque de supprimer. Donc moi, je trouve que ces solutions-là, sont des solutions assez intéressantes qui responsabilisent tout le monde, la hiérarchie, les agents, les encadrants, de mettre un certain nombre de seuils à partir du moment où on a une accidentologie qui est trop importante. Ça permet de la maîtriser et puis de maîtriser aussi les impacts sur la santé des agents. Merci beaucoup. Il y a également, alors on a plusieurs questions également, mais deux que je vais regrouper sur des catégories qu'on n'a peut-être pas citées. Donc une remarque qui précise: nos SDIS ont enregistré beaucoup d'accidents de jeunes qui sont venus se préparer aux nouvelles épreuves des concours.
Donc là, c'est la population des jeunes. Alors, je ne sais pas si les jeunes, c'était les moins de 39 ans. Et dans ces cas-là, on retrouve on se retrouve sur comment dire, la catégorie de l'âge, ou si c'est des encore plus jeunes. En tout cas, c'était une remarque qui remontait. Et également, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de l'absentéisme des PATS? Alors, c'est vrai que je vous disais tout à l'heure en début de webinaire, on ne peut pas parler de tout. D'ailleurs, on a un petit peu empiété sur le timing. Et en plus, c'est vrai que l'accidentologie des PATS, elle était relativement stationnaire par rapport aux années précédentes. Et en plus, peut-être qu'on avait un petit peu plus de mal à faire le lien avec l'accidentologie sportive. Néanmoins, vous retrouverez donc cette catégorie et les accidents des PATS dans la parution complète. Pour Armelle, pour la remarque qui a été formulée concernant les concours, ça fait partie aujourd'hui des objets d'études de Pascal Pratt et de Didier Nicolo que de recenser justement les apports, les difficultés rencontrées avec la mise en place de ce nouveau concours. Donc je pense que la remarque, en tout cas moi je l'avais bien identifiée, je me la suis mis de côté, et je pense qu'il sera intéressant d'aller creuser effectivement avec le SDIS concerné ce qui est symptomatique de cette recrudescence d'événements en lien avec ce concours-là. Donc là, je pense que ça attire l'attention, ça attirera l'attention sans aucun doute de Didier Nicolo et Pascal qui nous écoutent. Très bien. Écoutez, nous arrivons au terme de cette présentation. Un grand merci à l'ensemble des participants. Vous avez été très nombreux et nous vous en remercions vraiment chaleureusement. Et puis, comme vous l'avez vu dans le chat, on vous enverra le lien vers la publication et également le lien vers le replay. Et enfin, je remercie l'ensemble des contributeurs ainsi que leurs SDIS pour le temps, votre disponibilité et la richesse de vos propos. Une très bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.